Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de JCP. Alors pour cet épisode aujourd'hui nous allons parler de l'euro numérique et de comment la situation internationale actuelle avec Donald Trump qui a mis en place ou qui a augmenté les droits de douane et les conséquences que ça va avoir sur les relations internationales et sur le commerce international. Donc comment la situation actuelle est l'occasion pour la BCE de justifier et de mieux vendre son euro numérique. Et donc nous allons voir que finalement, à chaque crise, que l'adage à chaque crise son opportunité est encore justifié. Et donc sur le sujet, cette fois-ci, de l'euro numérique. Avant toute chose, je précise que je ne suis qu'un citoyen ordinaire. Comme tout le monde, je peux me tromper. Aussi, je ne suis pas responsable de vos décisions ou de vos actes. En premier, on va écouter une interview que Christine Lagarde a fait à une radio. Donc Christine Lagarde, qui est la patronne de la BCE, qui a fait une interview à une radio sur la situation actuelle. Donc je vais vous faire écouter ça, si vous ne l'avez pas vu. One thing. The second thing, which I think is really important for all of us, is to have digital payment under our control. When you think of it at the moment, a lot of our digital payment, when you pay, when you e-commerce or peer-to-peers or you use your card or your phone, you always rely on non-European infrastructure. Or whether you use a phone. Yeah. Typically, it goes through Visa, MasterCard, PayPal, Alipay. Where are all those coming from? Well, either the US or China. And the whole sort of infrastructure mechanism that allows for the payment, credit and debit, is not under European. Donc là, en gros, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, donc elle dit que actuellement tous les paiements numériques que l'on fait par carte ou sur Internet se font par le biais de prestataires étrangers, non européens, Visa, Mastercard, Apple Pay, Alipay, donc US ou chinois principalement. Et donc voilà, donc elle met en évidence le fait qu'aujourd'hui les paiements numériques ne s'appuient pas sur une infrastructure et des acteurs surtout européens. Et donc ce qui vient alimenter son discours de l'intérêt de l'euro numérique. Donc si on revient à un rapport d'avancement qui a été fait en octobre-novembre 2024 sur le sujet, donc l'avancement de l'euro numérique de manière générale, et il était évoqué, parmi tous les sujets, il était évoqué la problématique de paiement européen, l'écosystème de paiement européen, en disant que les digital wallets qui sont donc fournis par des acteurs non européens, et ainsi de suite en fait, qui va déjà à l'époque, mettait en évidence le fait que les paiements en ligne ou les paiements numériques même par carte en fait ne s'appuient pas sur une infrastructure européenne, et que donc ils vont continuer à travailler là-dessus. Et aujourd'hui, le 8 avril 2025, donc il y a eu un discours de membres du directoire de la BCE sur l'euro numérique, sur un discours un peu général là-dessus, et qui revient aussi sur la problématique des paiements. Donc les paiements de détail sont de plus en plus numériques. Or, une part importante des transactions sont traitées par des fournisseurs non européens. Voilà. Cette dépendance pourrait se développer à l'égard d'autres moyens de paiement privés comme les stablecoins non européens. Une dépendance excessive à l'égard de fournisseurs extérieurs à la zone euro nuit à notre résilience et compromet notre souveraineté monétaire. Donc tout ça, c'est tout le discours, hein. Vous pourrez aller voir, je vous mettrai les liens en description bien sûr, vous pourrez aller lire tout ça dans le détail. Mais en gros, le discours, c'est de dire, comme aujourd'hui les paiements dépendent d'acteurs non européens, et pour eux, la solution, c'est l'euro numérique. C'est là où je pense qu'il y a un problème de raisonnement, c'est qu'il y ait des acteurs non européens aujourd'hui qui réussissent à imposer leurs solutions, que ce soit donc Visa, Mastercard, American Express, Alipay, Apple Pay, PayPal, tous ces acteurs-là, qui effectivement ne sont pas européens, mais qui aient réussi à imposer à faire en sorte que leurs solutions soient disponibles et utilisées, ne veut pas dire que pour pallier à ça, il faut une solution type euro numérique qui soit pilotée par la BCE. Je pense qu'une solution ou un acteur européen, parce qu'on peut entendre le discours qui est que si jamais, vu la situation actuelle, si jamais on se fâche avec le reste du monde, on se retrouve coupé en termes de paiement, tout le système de paiement
tombe, il ne restera plus que les espèces directement, ça s'entend. Mais la solution, pour moi, n'est pas l'euro numérique. La solution, c'est qu'un acteur privé européen se développe et mette en place une alternative, finalement, aussi bien par le biais de cartes de paiement que par le biais de paiement via des applications donc concurrents à Apple Pay, Alipay et autres, fasse la même chose, mais que ce soit un acteur européen, et que donc cette souveraineté européenne soit assurée par le biais de cet acteur privé. On peut se poser la question, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas d'acteur privé qui ait réussi à développer et imposer, ou en tout cas faire en sorte que sa solution soit disponible et reconnue dans tous les commerces, en Europe et ailleurs sur la planète. La question, elle est là. C'est pas parce qu'il manque l'euro numérique que ce n'est pas possible. Parce que Trump a clairement dit qu'il ne voulait pas de dollars numériques, et les solutions Visa, Mastercard et autres sont disponibles depuis des dizaines d'années, bien avant que ce concept de monnaie numérique n'existe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'acteur européen qui réussit à développer et imposer sa solution. Donc peut-être qu'aujourd'hui, si l'objectif de souveraineté européenne était vraiment important, il faudrait plutôt privilégier un acteur privé qui se développe, un ou des acteurs privés d'ailleurs, qui se développent et soient reconnus, au moins au niveau européen. Parce qu'aujourd'hui, il existe des solutions type même carte bleue, en France je crois, mais qu'est-ce qui empêcherait qu'on ait des cartes bancaires qui soient affiliées au moins au niveau européen par cet acteur privé européen, et que le complément international reste Visa Mastercard, par exemple. Et donc, on aurait toujours la possibilité d'utiliser cette carte bancaire sur la planète, mais déjà, dans un premier temps, au niveau européen, d'utiliser l'acteur européen, et pas les acteurs américains. Tout ça pour dire que la situation actuelle, et donc ce qui se passe avec les US et Trump qui est en train de chambouler, d'imposer sa vision, et que effectivement ça soulève pas mal de problèmes, mais à chaque crise, son opportunité. Et là, clairement, ce qui se passe actuellement, c'est finalement un peu un cheval de Troie, ou en tout cas la BCE en profite pour imposer son calendrier et son discours liés à l'euro numérique, et donc de trouver un argument. Donc comme je vous montrais, c'était déjà depuis l'année dernière, et même depuis bien longtemps, c'était un argument de vente en quelque sorte de cet euro numérique. Et là, ils ont l'occasion, en appuyant sur cette dépendance aux US notamment, c'est l'occasion de mettre encore plus en valeur cet argument qui, à mon sens, n'est pas un vrai argument. L'euro numérique, et je vous laisserai vous renseigner, c'est clairement pas ce qui manque en termes de lecture et de même vidéos et autres sur le sujet. L'euro numérique est très discuté, puisque l'intention, c'est que d'ici octobre 2025, ils aient fini tous les travaux de réflexion et de préparation pour arriver à des conclusions en 2025, pour pouvoir, si j'ai bien compris, le lancer, ou en tout cas que la BCE fasse son rapport définitif. Il y a eu justement, il y a 3 semaines, un discours de Christine Lagarde qui justement faisait déjà un petit point en disant que voilà, ils vont continuer à avancer, mais après ils feront leur rapport qui sera dans les mains des 3 parties, donc la Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement européen, pour que les décisions au niveau européen puissent être prises sur la base des recommandations et du rapport de la BCE. Vous pourrez voir ça, vous pourrez aller vous renseigner sur ce qu'est l'euro numérique, et vous verrez notamment une interprétation qui, à mon sens, n'est pas dénuée de fondement, de tout fondement, mais qu'on pourrait qualifier aussi de complotiste, parce que les gens lisent entre les lignes ou extrapolent ce qui peut être apporté par l'euro numérique, mais que cet euro numérique en fait soit basé sur une technologie type blockchain, et que donc chaque euro puisse être eurodaté en quelque sorte, et donc avoir une durée de validité. Donc si l'euro n'est pas dépensé ou ne change pas de main avant une certaine échéance, alors il disparaît, par exemple, pour vous forcer à consommer et ne pas épargner. Que toutes les transactions soient tracées,
dans cet euro numérique, et donc de savoir exactement qui paye combien à qui, et à quoi ça sert, et ainsi de suite, et que donc chaque transaction on y associe l'objet de consommation, par exemple, ce sera facile de savoir que vous avez dépensé 4 billets d'avion cette année, et donc vous avez atteint votre quota, et que cet euro numérique ne puisse être dépensé que pour certaines choses en particulier. Par exemple, vous ne pourrez pas dépenser, votre argent pour des choses dont vous ne pouvez pas prétendre. Donc on retrouve un peu la problématique de crédit social. Si on prend l'exemple des chèques rentrés qui en France qui sont tous les ans, il y a un chèque qui est donné à certains foyers pour aider à financer la rentrée des classes, mais tous les ans le même débat sort qui est que cet argent ne serait pas utilisé pour les fournitures scolaires, mais pour acheter une télévision. Vous voyez, donc avec l'euro numérique justement, ce serait possible de faire en sorte que ce chèque subvention ne soit utilisé que pour des fournitures scolaires. Parce qu'il ne pourrait être dépensé que pour tel et tel type dans tel et tel type de magasin ou tel et tel type de produit. Voilà, c'est une lecture de ce que permettrait également l'euro numérique, au-delà de la simplification du quotidien que les gens n'ont pas demandé d'ailleurs, mais voilà. Et puis éventuellement cette souveraineté européenne qui serait apportée. Donc voilà, c'est un petit point d'avancement, on va dire, sur l'euro numérique, mais pour mettre en évidence dans cette crise actuelle de ces derniers jours avec les droits de douane imposés par Trump et au niveau européen, alors naïvement ou pas, mais qui réalise que l'Europe est très dépendante des US et qu'il pourrait être bon de trouver, en tout cas d'avoir une solution de repli à minimum, si ce n'est une solution alternative. C'est l'occasion de faire passer le message et de préparer le terrain pour l'arrivée de cet euro numérique. Donc on va encore en entendre parler. Il va y avoir un autre rapport d'étape là au deuxième trimestre 2025. Et donc la cible, l'objectif de la BCE, c'est de remettre son rapport définitif en octobre 2025. Et nous verrons à ce moment-là ce que ça donnera et comment les esprits seront préparés à accepter l'euro numérique qui nous sera bien vendu, bien entendu, dans les médias traditionnels. Donc on en reparlera, parce que c'est un sujet qui n'est clairement pas terminé. C'est tout pour cette fois, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de JCP.